avant de commencer nos échanges, je voudrais qu'on regarde une vidéo. Nous sommes allés interroger des étudiants à la sortie d'un IFSI. Écoutez-les. Qu'est-ce qu'on attend? Déjà, on attend de s'investir, mais de se sentir aussi en sécurité dans l'équipe où on va être. Alors j'attends, je dirais en premier temps, de me sentir utile. Et après, les difficultés, personnellement, je trouve que les difficultés, il y en a dans plein de secteurs, donc on n'est pas les seuls. J'attends surtout en fait de rencontrer des gens, de pouvoir les accompagner et les aider dans tout ce qui est la santé, et de pouvoir leur faire profiter, même si c'est compliqué parfois, d'un bon séjour malgré les difficultés. Ce qui est hyper important, c'est la communication entre les équipes, mais aussi avec le cadre et la direction. C'est que tout simplement ils répondent à mes attentes actuelles, qui sont de me sentir utile auprès des personnes, de mettre mes compétences aussi bien que j'ai pu acquérir dans mes études antérieures que les études actuelles. Ce qui m'intéresse dans mon futur métier, c'est d'être au plus près du patient. Alors je pense qu'on a tous des peurs et des appréhensions, on est obligé, on ne peut pas débarquer sereinement dans le métier. Après j'avoue que moi j'aime beaucoup les enfants et j'aimerais, je pense, travailler plus tard avec les enfants, mais j'ai aussi peur parce que du coup je me dis comment je vais pouvoir vivre style la mort auprès des enfants ou la maladie ou le cancer chez les enfants. Donc c'est peut-être une peur que je vais avoir. Alors j'appréhende surtout les responsabilités parce que je sais que c'est un métier qui impose beaucoup de responsabilités. Non, pas vraiment des peurs, ça serait plus par rapport à me tromper dans une analyse, de faire une erreur médicale, mais... Non, je n'ai pas peur, mais j'appréhende car c'est une chose nouvelle. Moi qui suis diplômée soignante depuis 3 ans, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant dans d'autres domaines et c'est quelque chose de nouveau. Alors je dirais pas que c'est de la peur, alors on peut parler d'appréhension, oui, mais c'est plus de l'appréhension parce que ça demande une nouvelle organisation. J'appréhende pas mon futur métier, je veux dire. Donc c'est plutôt attendu. C'était ce que je voulais faire après le bac. J'ai laissé tomber l'idée en me disant ce sera peut-être un peu trop dur mentalement, physiquement. Mais au final, on en revient. Je pense que c'est quelque chose d'inné. J'ai fait la formation d'aide-soignant, ça c'était totalement par hasard. C'est parce que je me cherchais beaucoup. Donc la formation d'aide-soignant, c'était 1 an, c'était assez accessible. Et ensuite, en voyant que j'étais bénéfique du coup à mon équipe et que toujours ce côté un peu frustrant de ne pas pouvoir faire plus, alors je me suis motivée à faire l'école d'infirmière. Je sais pas, j'ai toujours voulu faire dans le social et je me suis dit pourquoi pas être infirmier. Et tout d'abord parce que ce que je recherche c'est les soins, c'est l'adrénaline et je ne le retrouverai pas dans du domicile. Alors du coup c'est pas vraiment le choix d'avoir travaillé en milieu hospitalier, c'est déjà le choix de vouloir faire la profession d'infirmière parce que finalement quand on est infirmière on a une pluralité de domaines qui s'offrent à nous, donc on peut aussi bien travailler dans le milieu hospitalier que dans le milieu médico-social ou même après se spécialiser pour travailler avec les enfants. Le milieu hospitalier n'est pas le milieu qui m'intéresse le plus. Ce que je vise c'est le domicile et plus de contact avec les patients. Voilà, alors moi j'ai déjà une première surprise, c'est que finalement on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout conscients des difficultés que vivent les soignants actuels. Personne ne parle de l'épuisement, des violences. Ils sont très positifs ces jeunes. Franck Morel, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui revient en premier, et ça c'est pas une surprise parce que c'est un mouvement de fond extrêmement puissant et que l'on entend beaucoup de la part notamment des recruteurs, c'est la place du sens, de l'importance du sens pour notamment les jeunes générations. On a eu un débat il y a quelques années autour, je ne sais pas si vous vous souvenez, autour de ce qu'on appelait les bullshit jobs. Oui. Hein, les emplois, en traduction, les emplois de mauvaise qualité, on va dire, les emplois qui servent à rien, etc. Et donc, on le voit, cette question du sens, cette question de à quoi va servir l'emploi que je vais tenir, quel rôle je vais jouer dans la société, est quelque chose qui, dans les enquêtes qui sont effectuées, dans le cadre notamment des mouvements de recrutement, est quelque chose qui vient souvent en premier. Alors, le cadre juridique prend en considération ça, puisque vous avez eu il y a quelques années, dans un texte de loi qui s'appelait la loi Pacte en 2019, la possibilité de mettre en place des entreprises à mission, de prendre en considération
le plus possible, notamment en modifiant le code civil par rapport au statut des sociétés, cette question de l'utilité sociale de la société et de l'utilité sociale de ce que font chacun des membres qui la composent. Alors, après, cette question du sens, elle est importante, mais en filigrane, de manière extrêmement impressionniste, on voit également se profiler d'autres questions et qui sont tout aussi importantes à mon sens. La première d'entre elles, sur laquelle je voudrais braquer le projecteur, c'est la question des compétences, la question de la formation. On le voit bien, un certain nombre des jeunes qui se sont exprimés ont mis en avant leur formation initiale, la manière dont ils sont arrivés dans le secteur. Et on connaît aujourd'hui, et on va connaître de plus en plus, une révolution des compétences, avec les métiers qui vont bouger, avec l'émergence du numérique, avec toute une série d'évolutions qui impactent très profondément la manière dont le travail est organisé. Et face à cette révolution des compétences, on a en même temps un effet ciseau, parce que on a un bouleversement des moyens sans cesse croissants, des besoins, pardon, sans cesse croissants, et des moyens financiers mobilisés autour de la formation professionnelle qui ne sont pas sans limite. Pour dire les choses de manière extrêmement basique, la croissance des besoins autour de la formation professionnelle va plus vite que la croissance de la masse salariale. Or, les budgets de la formation professionnelle sont calculés sur des contributions qui sont fondées sur la masse salariale. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça va questionner notre capacité à allouer mieux que ça n'est le cas aujourd'hui, mieux que ça n'était le cas hier, les moyens de la formation professionnelle. Ça a été le cas de ce qui a été mis en place à travers toute une série d'évolutions, à travers par exemple la mise en place du compte personnel de formation pour donner la main aux actifs sur leur formation, sur l'organisation de leur formation. Et ça, c'est un deuxième axe qui est important. Après, il y a un troisième sujet qui me vient également à l'esprit, que l'on peut voir poindre à travers une première série d'injonctions paradoxales, que je qualifierais d'injonctions paradoxales, dans les attentes des jeunes générations notamment. C'est le besoin conjugué d'indépendance et de sécurité. Indépendance dans le sens où on voit bien qu'il y a une appétence très forte sur l'autonomie, sur le fait d'organiser son propre travail, d'avoir le plus de marge de manœuvre possible dans ce qu'on est amené à faire, et puis de sécurité, parce que, et c'est bien normal, on veut des garanties, des filets de sécurité. Et derrière ça se profile la question des statuts du travailleur, des différents statuts dans lesquels on va pouvoir s'inscrire pour exercer un travail. Alors, j'ai entendu un certain nombre de choses en marge du podium, dans les stands notamment, sur les questions autour des comparaisons publiques-privées, en termes de coûts, en termes de rémunération, etc., etc. Il y a cette dimension, effectivement, la dimension publique-privée, mais il y a aussi la dimension salariat, travail indépendant, qui est aussi une dimension extrêmement importante. La révolution du travail, c'est aussi le fait que les formes du travail, les visages que prend le travail, vont être encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, exercés dans le cadre de statuts diversifiés. On a accompagné cette évolution parce qu'on a su créer justement des cadres qui savent s'adapter à ces différentes appétences en termes de statut. Mais je pense que ça va continuer. Et puis, dernier point, qui n'est pas the last but not the least en bon français, c'est la question du temps de travail, de l'organisation du temps de travail. Et là, on est bourré d'injonctions paradoxales, là aussi, parce que d'un côté, on sait bien, et au fond de nous-mêmes, tout le monde le sait bien, que l'économie française ne tournera mieux que si, en réalité, on est amené à travailler plus quantitativement sur l'année et plus quantitativement sur la vie. Quand on compare le temps de travail annuel des salariés français par rapport aux autres salariés européens, on est dans le peloton de queue du classement. Mais en même temps, on le sait bien, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un éclatement aussi de l'appréhension de ce qu'est le temps de travail. Oui, c'est la façon de le répartir. La façon de le répartir. À l'école, on apprend, au collège, au lycée, on apprend Corneille, le théâtre classique, vous savez, l'unité de temps, de lieu, d'action.
Eh ben, le temps de travail aujourd'hui et demain fait voler en éclats ces 3 règles du théâtre classique. On n'est plus dans le cadre, on ne se situe plus dans le cadre de l'unité de temps, de lieu et d'action, mais on est dans le cadre de formes de plus en plus éclatées. L'émergence du télétravail a montré ça. L'appétence, dans un certain nombre de cas, pour une semaine organisée sur un nombre de jours plus réduit. Qui permet de compenser, d'ailleurs dans un certain nombre de cas, le fait que le télétravail n'est pas accessible à l'ensemble des salariés. Et donc, du coup, on essaye de regrouper sur un nombre de jours plus réduit. On voit bien que derrière tout ça, il y a la question de comment mieux organiser le temps. Comment mieux organiser le temps sur l'année, sur la journée, sur la vie. Et de façon individuelle. Chacun et de manière individuelle, bien évidemment. Voilà quatre grandes séries d'enjeux. Le sens, donc très fortement présent dans les interventions que nous avons écoutées. La formation, la révolution des compétences et notre capacité à mobiliser la formation, le statut avec la manière, le cadre dans lequel va s'organiser le travail, et puis le temps de travail dans son acception quantitative et dans son acception qualitative et organisationnelle. Alors justement, il y a un outil qui pourrait répondre à pas mal des demandes de ces futurs soignants, un outil numérique justement, c'est Hublot, que va nous présenter Adrien Beata. Ces jeunes qui ont besoin de garder leur indépendance, c'est parfait. Expliquez-nous ce que c'est Hublot. Oui, bonjour à tous. Hublot, on développe une solution de gestion des remplacements qui permet aux établissements de santé de faire 2 choses de manière très simple et factuelle. Référencer un réseau de remplaçants connus, qualifiés, compétents, et pouvoir les solliciter lorsqu'il y a un besoin de remplacement qui apparaît dans un établissement de santé. Là où on a une approche je dirais particulière par rapport aux différents outils digitaux qui sont utilisés dans les établissements, c'est que dans ce réseau de remplaçants connus pour l'établissement, il y a en réalité 2 typologies de remplaçants, de personnes, qui sont d'un côté des salariés qui sont volontaires pour faire des heures supplémentaires, et de l'autre ce qu'on appelle des vacataires, donc des personnes qui ne sont pas à temps plein dans l'établissement et qui peuvent vouloir intervenir sur un jour, plusieurs journées, voire un nombre important de contrats dans le mois. Les effets, l'apport du digital grâce à Hublot, c'est que, en fait, on vient digitaliser un processus qui existait déjà dans les établissements et on le rend plus efficace. Quelques chiffres importants à vous partager. Le premier, c'est qu'on vient de publier une étude d'impact qu'on a fait sur 700 établissements qui sont utilisateurs de la solution, et en moyenne, on fait gagner 2h30 par jour par cadre sur ce processus de gestion des remplacements. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est un temps qui peut être alloué et réalloué à quelque chose qui est important, et je pense sur lequel les cadres n'ont pas assez de temps pour se concentrer, qui est du management de proximité de leurs équipes et du recrutement. Donc en fait, on vient décharger l'encadrement de tâches administratives et opérationnelles à faible valeur ajoutée pour venir remettre de l'accompagnement et venir accompagner le sens qu'il y a chez ces travailleurs du monde de la santé. Via cette plateforme, est-ce que ce sont les postulants, les soignants qui choisissent leur employeur, ou l'employeur qui choisit le soignant ? En fait, c'est un peu les deux, parce que l'idée, c'est que ça permet à un établissement de pouvoir faire la promotion de son établissement en disant non seulement je donne accès à des missions de remplacement que j'accompagne, et vous pouvez y avoir accès grâce à un outil digital qui est non intrusif et qui est équitable. Ça permet en fait de toucher des personnes qui ne connaissent pas l'établissement, mais ça permet aussi de mieux toucher les personnes qui connaissent déjà l'établissement. Donc je parlais des salariés et des vacataires. Quand on commence à travailler avec un établissement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient mettre dans Hublot le réseau des personnes que l'établissement connaît déjà. Et ensuite, on permet à l'établissement d'augmenter la taille de son réseau. Et ça, c'est un autre élément qu'on a montré dans l'étude d'impact, c'est qu'il y a à peu près 3/4 des établissements qui voient que grâce à Hublot, ils augmentent la taille de leur réseau de personnes compétentes et disponibles pour faire des remplacements. Il n'y a pas un risque que tous les soignants se dirigent vers le même établissement qui aura, par exemple, une meilleure réputation ? Et j'ai envie de vous dire, c'est la règle du jeu. En fait, oui. Et nous, on a plutôt envie de l'encourager, ça. Non pas parce qu'on a envie de créer une concurrence négative entre les établissements, mais parce que
ça va pousser l'ensemble des établissements à se poser la question de leur marque employeur. Et la marque employeur, c'est pas qu'un outil de communication, en fait. C'est aussi quelque chose qui s'éprouve au sein de l'établissement. Donc, comment est-ce que les soignants sont accueillis, comment est-ce qu'ils sont accompagnés, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans les systèmes RH pour être payés en temps et en heure, par exemple. Tout ça, c'est ce qui participe de l'expérience employée. Et demain, on est convaincu que les établissements qui auront le mieux travaillé sur cette expérience employée, qui seront du coup les meilleurs employeurs, sont aussi ceux qui seront les plus attractifs. Ouais. Et c'est possible que les étudiants qu'on vient de voir, qui demain accéderont au travail, préfèrent passer par ce type de moyens pour d'abord tester leur travail, leur futur employeur, peut-être ? Alors oui, c'est possible, et d'ailleurs on le constate beaucoup, parce que quand on est notamment dans des études en IFSI pour devenir infirmier ou infirmière, au bout d'un an on peut faire des vacations en tant qu'aide-soignant, et donc ça permet de découvrir un établissement, découvrir son management, découvrir un service. Donc ça se passe pour des jeunes étudiants qui vont sortir d'école et qui du coup, avant de se lancer dans un établissement qu'ils ne connaissent pas, veulent en tester plusieurs, veulent en connaître plusieurs pour trouver où il y a la meilleure adéquation entre leurs ambitions, leurs attentes et l'employeur. Et ça permet aussi au sein d'un même établissement qu'il permet et qu'il encourage d'avoir des salariés qui ont une mobilité interne. Et nous, c'est quelque chose qu'on a constaté, que ce soit sur des établissements privés ou publics, des salariés qui demandent à effectuer des remplacements, non pas dans leur service, mais dans des services autour. Ils ont la sécurité de l'établissement qu'ils connaissent, et en même temps la possibilité de développer des compétences professionnelles complémentaires. Ça, c'est un cocktail gagnant pour avoir une relation de long terme avec des soignants qui restent dans les établissements et qui vont se projeter sur une mobilité interne plutôt que... Oui, ça répond bien aux attentes des futurs. Oui, je voudrais rebondir parce que je trouve votre témoignage extrêmement intéressant et extrêmement illustratif d'une tendance que l'on a pu constater au cours des dernières années et qui va, à mon avis, aller crescendo autour de la manière dont est appréhendé et organisé le travail. C'est une tendance à la diversification la plus large possible des visages et des formes d'organisation du travail, en termes notamment d'intervention de tiers. La relation d'emploi, normalement, la classique relation d'emploi, on va dire, est une relation où vous avez deux acteurs, la personne qui effectue le travail et puis la structure qui l'emploie ou qui a recours à ses services. Et de plus en plus, on a organisé au fil des années des relations triangulaires de travail, c'est-à-dire dans lesquelles un tiers intervient pour faire la mise en relation, pour trouver la bonne compétence, pour que sais-je encore, etc. Alors, historiquement, dans les années 70, c'était l'intérim, qui au début était un peu décrié. Il y avait un certain nombre de critiques autour de l'intérim. Et puis l'intérim a trouvé sa place. Ensuite, il y a eu toute une série d'autres formes de relations triangulaires de travail qui se sont organisées, qui se sont mis en place. Aujourd'hui, on a un débat, notamment dans le secteur des transports, sur les plateformes de mobilité, qui est une relation triangulaire de travail. Et on voit bien, l'histoire de l'organisation du travail montre qu'on a su, parfois dans la douleur, parfois de manière un peu chaotique, mais on a fini toujours par y arriver. Et moi, je voudrais délivrer un message aujourd'hui d'optimisme. Je pense qu'on y arrivera. On a su trouver les bons instruments de régulation pour tirer le meilleur potentiel, justement, de ces relations triangulaires de travail. J'entendais l'autre jour un témoignage de quelqu'un qui me disait qu'il avait mis en place un système de remplacement de médecins dans des zones rurales, justement, où il se posait toute une série de questions, justement, sur le cadre juridique dans lequel pouvait être organisé ce type de mécanisme de remplacement de médecins, parce qu'il y avait un problème avec les règles sur les CDD, où on ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente, etc. Et donc, on évoquait ensemble, justement, les voies et moyens de trouver un cadre juridique spécifique dans lequel s'engouffrer, justement, pour permettre d'organiser cette activité. Mais on le voit bien qu'on finit toujours par y arriver. Et pour finir sur ce sujet, je voudrais lancer un appel, entre guillemets, qui est aussi un appel au droit à l'expérimentation dans un certain nombre de cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a quantité d'idées extrêmement intéressantes qui font avancer le schmilblick, qui font avancer les choses. Et on a parfois un cadre juridique qui est adapté, et puis parfois on est un peu borderline, on est un peu en marge, et donc on tire un peu l'interprétation qu'on peut faire. Et ça, il faut pouvoir disposer d'un cadre avec l'ensemble des parties prenantes pour expérimenter, se donner la possibilité, de la manière la plus sécurisée possible, d'expérimenter au bénéfice de tous, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. On peut vous applaudir parce que là, quand même, il n'y a pas de raison.